Donc, donc la présentation aujourd'hui, c'est une présentation que je donne en général plutôt à des gens qui sont dans le métier de la sécurité, mais qui est vraiment très généraliste et qui permet un peu de comprendre différentes choses. On va commencer par les objectifs, ça on va passer. Une introduction qui explique un peu des principes généraux, on va dire, en termes de sécurité informatique et pourquoi, quelle est l'évolution, on va dire, du contexte des cyberattaques entre les années 80 et aujourd'hui, et voir comment ça a évolué, comment aujourd'hui les cybercriminels sont dans un contexte où ils peuvent gagner de l'argent par rapport à avant, ils ne pouvaient pas, enfin, voir comment ça a évolué ces différentes années, voir aussi comment, en termes de législation et de contexte donc légal, ça évolue aujourd'hui également pour faire face un peu à cette évolution de la cybercriminalité. Le chapitre suivant, c'est le cycle de vie d'une cyberattaque. Donc là, on va passer sur toutes les étapes d'une attaque, on va dire, ciblée et qui prend un peu de temps à se faire. Donc en général, les cyberattaques qui sont assez complexes, elles ont un cycle de vie bien défini. Il y a une équipe projet qui est créée, etc. Donc c'est des choses qui s'industrialisent, qui se professionnalisent et qui sont composées de différentes étapes. Et on va un peu regarder chaque étape, comment ça se passe, quels sont les objectifs, qu'est-ce qui se passe dans le cadre de chaque étape, etc. Après, le chapitre suivant va un peu expliquer mais pourquoi au final il y a des problématiques de cybercriminalité et pourquoi est-ce qu'on arrive de temps en temps à pouvoir compromettre une entreprise. C'est lié au fait qu'il y a des vulnérabilités et qu'on peut les exploiter. Des vulnérabilités qui peuvent être techniques, qui peuvent être humaines, qui peuvent être physiques. Donc il y a tout un ensemble de vulnérabilités qui s'exploitent. Et au final, c'est pour ça que on peut se trouver dans des situations où on est compromis par des hackers. Chapitre 5, c'est un petit chapitre, ça je pense pas qu'on va passer trop de temps dessus, mais qui explique une catégorie un peu spéciale de vulnérabilité, qui est plutôt la vulnérabilité de l'être humain et qui est largement exploitée aujourd'hui via des techniques d'ingénierie sociale, donc qui s'attaquent plutôt au vecteur humain avant de s'attaquer au vecteur technique, on va dire, des systèmes pour compromettre une entreprise. Et le chapitre 6, si on a le temps, parce qu'il y a quand même pas mal de slides, c'est un petit exemple de test d'intrusion que j'ai réalisé et qui montre un peu comment un hacker qui n'a accès à rien au début peut petit à petit rentrer dans une entreprise en exploitant un enchaînement de vulnérabilités et donc qui montre un peu, au final, il n'y a pas vraiment de complexité très très importante, on n'est pas dans des films de James Bond pour compromettre une entreprise, mais il faut un certain état d'esprit, une certaine réflexion, c'est plutôt la réflexion que j'explique, donc comment d'aucune d'information on arrive à devenir domaine admin en moins de 2 jours en ayant juste un accès à Internet, quoi. C'était un exemple assez important, intéressant, parce que c'était une entreprise qui gérait l'électricité, donc c'était un gestionnaire d'électricité, qui avait tout un système SCADA derrière qui pouvait, on pouvait couper l'électricité si on voulait, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant à regarder. Ok, donc si vous avez des questions pendant l'exposé, n'hésitez pas à les poser. Et on pourra avoir un échange si jamais il y a des choses sur lesquelles vous voulez poser une question. Donc là c'est l'introduction, mais personnellement c'est pas très important. Donc vraiment qu'est-ce que c'est que le cybercrime? C'est un délit, un crime qui implique l'utilisation d'ordinateurs ou de réseaux. Mais on a vraiment 2 types de crimes, on va dire, de cybercrime. On a les crimes qui sont plutôt focalisés sur les systèmes informatiques, donc la technologie c'est la cible de la cyberattaque, tandis que si on utilise plutôt la technologie comme un instrument, mais c'est un autre type de cybercriminalité. Donc le deuxième cas par exemple, si on prend le slide suivant, dans le premier cas, on est plutôt sur des attaques de type deny of service, de hacking d'une entreprise, d'envoi de malware, de phishing, d'activisme. Donc là, on utilise la technologie et c'est la cible finale, c'est de compromettre la technologie qui supporte nos activités. Tandis que quand la technologie est l'instrument, ça c'est plutôt les activités, par exemple, sur le marché, sur le réseau Tor, les marchés criminels de vente d'armes ou de drogue, etc. Là, la technologie, c'est plutôt l'instrument. Donc on utilise la technologie pour réaliser nos activités cybercriminelles. Donc le deuxième point, c'est pas vraiment le sujet de la présentation aujourd'hui, c'est plutôt le premier type de cybercriminalité dont on va discuter. Donc quelques petits éléments sur la cybercriminalité.
Donc elle a vraiment évolué au cours des années. Les prémices de la cybercriminalité, on était dans les années 80 où on a commencé à voir apparaître les premiers vers qui étaient développés par des étudiants qui ne savaient pas les contrôler. Donc quand ils lançaient... Pardon voilà. Donc quand ils lançaient leur vers, ben, ils ne faisaient pas attention au fait qu'il y avait un fork dans le code qui faisait que à chaque fois qu'il infectait une machine, il allait essayer d'en infecter de manière exponentielle d'autres. Et donc ils ont compromis les réseaux en quelques minutes, voire quelques heures. Ça ne permettait pas de rapporter de l'argent, etc. Tandis qu'aujourd'hui, l'évolution fait que les cybercriminels, aujourd'hui, peuvent vraiment réaliser du profit au travers de leurs activités. Donc ça a été vraiment un switch qui est arrivé au cours des années, c'est que la cybercriminalité rapporte de l'argent. On a certains chiffres qui circulent sur le fait que, un cybercriminel qui agit dans les pays de l'Est, qui réalise des campagnes de spam ou autres, qui arrive à récupérer des mules qui versent de l'argent sur des comptes, avec une mule qui va leur chercher dans des pays qui sont très peu protégés. Donc voilà, ça rapporte de l'argent. C'est très peu légiféré au niveau international. Ça c'est différent de la criminalité classique, c'est qu'il y a très peu de législation fédérée et internationale, et donc qu'on soit dans un pays ou dans un autre, les législations sont différentes, et donc c'est très difficile de combattre ça de manière internationale. Et il y a aussi certains avantages comme la discrétion, l'anonymité, et où finalement les cybercriminels, ils sont derrière leurs ordinateurs, et donc ça n'implique pas forcément de risque au niveau de leur personne physique. Ils ne font pas d'activité où ils risquent leur vie, donc ils pourraient peut-être, mais ils sont principalement derrière un ordinateur, et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, et donc au final ça représente beaucoup moins de risques pour eux en termes d'atteinte à leur intégrité physique. Alors, on a vu une évolution assez importante vers tout ce qu'on appelle cyberwar et state-sponsored attack. Donc là, on est plutôt dans des campagnes de hacking qui sont réalisées par les États eux-mêmes. Donc, on parle de la Russie, on va parler des États-Unis, on va parler de l'Angleterre qui a piraté Belgacom en 2011 ou en 2012, dans le simple but de pouvoir espionner les communications qui traversaient les réseaux GSM de Belgacom. Donc là, c'est quelque chose qui commence à évoluer de plus en plus et sur lequel on va devoir faire face à ce genre de criminalité cyber de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a des études qui disent que les sociétés privées dans les différents pays seront davantage victimes d'impacts collatéraux d'une attaque sponsored, donc d'une cyberattaque qui est sponsorisée par un État. Ils seront plutôt victimes collatérales parce qu'on va essayer de passer par eux pour affecter au final l'État. Donc comme par exemple la Belgique, on a un certain nombre d'entreprises qu'on appelle systémiques, comme des entreprises banques, assurances, ou des entreprises aussi de gestion de l'électricité, qui au final, si ces entreprises-là sont à terre, le pays a un problème. Et donc voilà, les études disent, oui, dans le futur, on pourra plutôt attaquer ces sociétés-là, mais au final, la cible finale, c'est l'État en lui-même. Il y a des chiffres, ça date de 2015, qui disent qu'en Belgique, le coût de la cybercriminalité s'élève à plus ou moins 3,5 milliards d'euros, ça en incluant tant la partie de la technologie et la cible que la technologie et l'instrument, donc c'est les chiffres globalisés. Donc voilà, ça c'est juste un petit tableau résumé qui explique l'évolution de la cybercriminalité, où dans les années 80 on était plutôt sur des aspects, oui, des étudiants qui s'amusaient à développer des virus, des codes dans l'université, puis qui les propageaient de manière non contrôlée. Puis on a commencé à avoir de plus en plus d'activisme où on était plutôt sur, oui, on attaque les sites web pour mettre une fausse page. Bon, on en a vu souvent avec les terroristes qui défacent les sites web pour mettre leur drapeau et leur slogan, etc. On en voit encore aujourd'hui, mais c'est vraiment à partir des années 90, 95 que ça s'est développé. Puis dans les années 2000, là, on a vu vraiment le crime organisé qui a commencé donc à réaliser de la cybercriminalité, donc où là on était sur de l'espionnage industriel, des campagnes de déni de service qui mettaient les systèmes à terre. Il y a eu un cas notamment, c'était pendant le Super Bowl, je pense, aux États-Unis, où ils ont mis à terre des sites de paris en ligne. Mais il faut savoir que ces sites-là, s'ils ne sont pas là pendant une demi-heure pendant le Super Bowl, c'est des millions et des millions de dettes, des millions de pertes qui peuvent enregistrer. Donc c'est vraiment du crime organisé. Alors si on leur dit, on en a encore eu le cas d'ailleurs cette année ou l'an passé, les cybercriminels ils réalisent une première campagne de déni de service. Le service n'est pas là pendant une demi-heure, et puis ils disent, si vous ne nous payez pas X milliers d'euros, on va refaire la même dans une semaine.
Mais alors là, une entreprise, elle va comparer les pertes qu'elle va subir si une nouvelle attaque va l'affecter pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, avec le prix qu'il demande, qui va être souvent beaucoup moins. Et donc les entreprises vont quand même réfléchir à dire est-ce qu'on va pas plutôt les payer que ne pas les payer et avoir ce risque d'être à terre pendant une demi-heure, 1 heure. Alors, toutes les sociétés ne sont pas sujettes à ce genre de choses, mais des sociétés comme le pari en ligne, etc., ben, clairement, elles sont fortement sujettes à ce genre de cybercriminalité. Et donc à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui, ben, on rentre dans des attaques vraiment qu'on appelle la cyber war, où là ce sont vraiment des attaques qui sont sponsorisées et gérées et préparées par les États en tant que tels. Donc on va parler de la Russie, les services d'intelligence en Russie, ou aux États-Unis, ou en Angleterre, ou en Israël. C'est 4 pays qui sont très très développés sur ce sujet-là. Où là, ce sont vraiment des États qui lancent des programmes avec des projets, un chef de projet, ils engagent des développeurs. Voilà, c'est vraiment des attaques qui prennent 6 mois à 1 an, qui sont préparées dans le temps, avec des objectifs bien clairs, un budget défini, etc. etc. Donc ça, c'est comme ce qu'on commence à voir aujourd'hui, de plus en plus. Donc là, j'ai montré un exemple qui est assez frappant et qui est arrivé en 2017. Je suppose que vous avez tous entendu parler du malware, ransomware, WannaCry, Petya, NotPetya, etc. Donc c'est tous des virus qui au final ont impacté pas mal d'entreprises, dont en Belgique. Mais comment tout ça a démarré? C'est en fait des outils de la NSA qui ont été publiés sur Internet. C'était des outils du groupe, on appelle l'Equation Group, Shadow Brokers, etc. Enfin, c'est tous des noms que dont vous avez certainement entendu parler. Donc en fait, la NSA avait identifié un certain nombre de vulnérabilités sur les systèmes Windows qui étaient absolument pas connues du grand public, mais que eux exploitaient dans leurs différentes campagnes de cyberattaques. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? La NSA, elle travaille beaucoup avec des sous-traitants, et il y a un de leurs sous-traitants qui avait accès à tous ces programmes et qui les avait mis sur son PC de sa société, sur le PC de sa société. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui-même, étant très mauvais en termes de sécurité, pour lui-même, avait tenté de pirater, d'installer une version Office piratée. Donc il avait installé un key generator sur son PC, mais qui était évidemment vérolé. Et donc, comme il tournait Kaspersky sur son PC, qui est un outil russe, hein, c'est une société russe, ben, cet outil-là, au final, avec des algorithmes un peu rythmiques et de gestion du comportement, a détecté que ce logiciel était malveillant. Alors qu'il n'était absolument pas connu du grand public, parce que c'était censé être top secret classifié NSA, enfin, des outils de hacking de la NSA. Et donc au final, à cause de ça, Kaspersky a eu connaissance de ces programmes-là. Et donc c'est ce Kaspersky Lab qui, dans ses bases de données antivirales, a commencé à ajouter les programmes de la NSA, mais sans savoir au départ que c'était ces programmes-là. Puis après, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais l'étape suivante, c'est que les agences d'espionnage russes ont également eu vent que Kaspersky avait eu des programmes de la NSA. Mais Kaspersky dit, nous on n'a jamais travaillé avec les agences d'espionnage russes, c'est certainement eux qui nous ont piratés, et donc c'est comme ça qu'ils ont eu accès à nos bases de données de virus, etc. Et donc ça commence à être un peu compliqué dans l'histoire, mais au final, les agents d'espionnage russes ayant appris qu'un contractant de la NSA avait sur son PC des logiciels développés par la NSA, ont réalisé une campagne de piratage pour pirater l'ordinateur de cette personne-là, et donc ont eu un accès complet à tous les programmes de la NSA. Donc là, on voit vraiment un cercle assez complexe à gérer, à comprendre, et qui implique vraiment des attaques sponsorisées par les États, avec entre les deux des sociétés de sécurité comme Kaspersky qui sont censées être à la pointe de la technologie en termes de sécurité, qui deviennent des vecteurs d'attaque pour des sociétés, par exemple aux États-Unis. Donc, et là, on est vraiment dans un cas de cyberespionnage avec les États-Unis d'un côté, la Russie de l'autre, et Kaspersky qui est une société commerciale qui dit, moi j'ai rien à voir là-dedans, c'est moi qui me suis fait pirater par les agences d'espionnage en Russie, et voilà, c'est toute une histoire. Et au final, pour nous, ce qui s'est passé, c'est que vu que il y a un groupe qui a publié tous ces exploits et tous ces programmes sur Internet, publiquement, ils ont été utilisés par des petits hackers qui en ont créé des programmes d'infection comme WannaCry, etc. Et là, ça s'est répandu et beaucoup de gens en ont subi les conséquences. Donc voilà, ça c'est un petit exemple de cyberwar qui peut arriver. Oui. Oui, pardon. Bonjour et merci pour ceci déjà. Juste
seconde, peut-être vous avez plus d'informations que moi. Mais la semaine dernière, Kaspersky, parce qu'il y a toute une guerre entre les États-Unis qui, du coup, ont quasiment interdit Kaspersky sur tous les PC officiels américains, etc. Et Kaspersky a quand même plutôt une bonne réputation, donc ça me dit qu'on ne jette pas forcément un défaut d'humain. Kaspersky a communiqué et ils ne font que se défendre, donc peut-être qu'ils ne disent pas la vérité, en disant que c'est parce qu'au moment où il a voulu installer le logiciel pirate, l'agent de la NSA chez lui a désactivé l'antivirus, que le logiciel, l'équivalent générateur Office s'est installé, a transmis des fichiers à l'extérieur, et que l'antivirus a été remis après à détecter. Et que la fuite n'a pas été due au fait que Kaspersky a été piraté par les Russes, ce qui est possible, mais bien parce que son antivirus a été désactivé et que le piratage a été fait en direct. Donc comme je le mets ici, ce que dit Kaspersky, c'est clairement ça. On peut se méfier de tout le monde. Donc Kaspersky dit c'est une séquence impossible de mauvaises pratiques de sécurité qui a été donc suivie par cette personne-là, qui a permis justement ce piratage, parce que comme vous le dites, oui, à un moment il a désactivé l'antivirus pour installer son key generator, et quand il l'a réactivé, un mois après, l'outil de Kaspersky avait de nouvelles fonctionnalités à l'intérieur de détection heuristique et de comportement des programmes, qui a permis justement de détecter et de remettre à jour sa base de données avec les programmes de la NSA qui étaient toujours installés sur le PC. Donc oui, c'est plus ou moins comme ça que ça s'est passé. Donc clairement, Kaspersky dit c'est de la faute de l'utilisateur. Maintenant, on ne sait toujours pas comment, entre Kaspersky et les agences d'espions russes, comment ça se fait qu'eux ont eu cette information-là, qui était probablement chez Kaspersky. Et donc c'est pour ça aussi que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'États maintenant, comme en France, où ils disent n'achetez plus des solutions autres que des solutions françaises. Alors il y a aussi de la politique derrière pour avoir du marché dans son pays, mais les États-Unis interdisent Kaspersky, avaient interdit tous les hardware Huawei à un moment. Enfin, voilà, c'est le genre de réaction qui peut se retrouver suite à ce genre de choses. Ça, je pense que ce ne sera pas possible, mais ça se pourrait qu'un jour on en arrive là, mais ça m'étonnerait. Parce que sans Windows, je pense qu'on a plus grand monde qui travaille. Mais alors il ne faut pas penser que Linux est plus sécurisé ou macOS. C'est juste qu'il y a peut-être moins d'engouement pour aller découvrir des failles sur ces systèmes-là, mais si un jour 50% des OS dans le monde seront du macOS, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de chercheurs qui vont aller découvrir des vulnérabilités. Donc tout à l'heure on parlera des vulnérabilités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, découvrir une faille sur un iOS ou sur un Android peut rapporter jusqu'à 1 million d'euros à ceux qui la découvrent. Tandis que les failles Windows rapportent beaucoup moins d'argent aujourd'hui. Ce qui est facile avec Microsoft PT de notre émission. Voilà. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, c'était un peu des commentaires. Donc Kaspersky a bien dit qu'ils ont été ils ont acknowledge qu'ils ont été hackés par un État en 2015 et qu'ils ont découvert une dizaine de machines dans leur réseau interne qui ont été infectées. Et ils essayent de regagner la confiance en ayant une initiative de transparence globale avec une revue de leur code, des auditeurs externes, etc., qui vont revoir tout leur logiciel pour confirmer qu'il n'y a pas d'État qui s'immisçait dans leur code pour installer des backdoors ou ce genre de choses. Donc, à quoi pouvons-nous nous attendre dans le futur? C'est que, ça vient de différentes études que j'ai pu collecter, c'est que de plus en plus, on va avoir des attaques de type vraiment ciblées sur les entreprises. Donc, la proportion entre les malwares qui sont plus généralistes avec des campagnes de spam qui sont envoyées au plus grand nombre possible d'entreprises pour essayer d'avoir un impact maximum sans forcément cibler un groupe particulier ou une entreprise particulière. Cette probabilité va diminuer avec le temps et on va avoir de plus en plus d'attaques qui sont vraiment ciblées avec des gens qui vont d'abord étudier le contexte d'une entreprise, découvrir quelle est la meilleure manière pour l'attaquer et vont vraiment se cibler sur une entreprise particulière ou un secteur particulier. Prédominance, ça veut dire que aujourd'hui le vecteur humain reste le vecteur qui est le plus qui est le plus facile, on va dire, à compromettre. Ça, ce sera à mon avis encore toujours le cas. Et donc les Advanced Persistent Threats qui vont targeter vraiment le vecteur humain comme vecteur d'infection vont continuer à être la méthode la plus utilisée parce que c'est par là qu'on rentre le plus facilement a priori. Une intensification de toutes les activités de type cyberwar, cyberespionnage. Donc on a encore eu l'exemple cette année avec cette histoire de la NSA, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus industrialisé et
les pays maintenant n'hésitent plus à dire qu'ils investissent de l'argent dans les activités offensives de sécurité. Donc avant on était plutôt dans les États mettaient en place des équipes de défense pour se protéger des cyberattaques, mais aujourd'hui ils mettent aussi des équipes d'attaque. Ça c'est vraiment quelque chose qui est connu, qui est officiel. Il y a même des sociétés, comme je disais tout à l'heure, que les vulnérabilités rapportent de l'argent, des sociétés aujourd'hui qui vendent les vulnérabilités aux États. Donc moi j'en travaille pour une, mais je ne développe pas des exploits, mais je suis consultant pour une de ces sociétés aux États-Unis. Eux, ils achètent des vulnérabilités à des gens et puis ils les revendent aux USA ou d'autres compagnies, ou d'autres États, pardon, donc à un certain prix, avec donc des logiciels qui sont totalement construits et qui sont faits pour exploiter des vulnérabilités qui ne sont peut-être pas connues aujourd'hui et que donc les antivirus ne peuvent pas détecter, dont les systèmes ne peuvent pas être protégés. Donc ça c'est un peu le commerce des vulnérabilités, c'est un peu comme le commerce d'armes. D'ailleurs c'est régi sous la loi des armes, ce genre d'activité. Donc permettre de vendre des vulnérabilités aux États pour qu'ils puissent réaliser leur campagne de cyberattaque. Et alors un point qui est aussi important, c'est que tout ce qui est activités cybercriminelles qui ciblent les objets connectés ou les objets industriels vont vraiment augmenter. Il y a une société, donc c'est Gartner qui a fait une analyse et qui dit que d'ici à 2020, au moins une fois par an, on va avoir un incident qui est de type cybercriminel qui va impacter la santé des personnes. Donc que ce soit peut-être un train qui se fait, ou une entreprise, une société qui fait une agence atomique, genre de choses, mais des incidents vraiment qui vont impacter la santé humaine ou l'intégrité physique des gens parce qu'ils vont s'attaquer à des systèmes industriels ou des objets connectés qui au final pourraient être incontrôlables et donc avoir des impacts sur l'intégrité physique. Donc j'ai mis quelques exemples. Donc tout ce qui est pacemaker, il y a déjà 2 pacemakers qui ont été piratés parce qu'aujourd'hui les pacemakers on les configure pour qu'ils supportent le Wi-Fi parce que comme ça on ne doit pas ouvrir les gens à chaque fois qu'on doit changer le firmware ou changer une configuration dans le pacemaker, ça communique en Wi-Fi et il y a déjà deux types de pacemakers qui ont été piratés et où la personne savait déclencher le pacemaker à distance, quoi. Donc voilà, ça c'est le genre de choses où on pourrait avoir une attaque qui peut avoir un impact sur l'intégrité physique des personnes. On a eu aussi pas mal d'attaques sur tout ce qui est jouets connectés, les Barbie, je crois les Barbie connectés. Ici c'est des devices qui permettent de monitorer le cœur d'un bébé ou tous ces objets-là, ils sont configurés maintenant au Wi-Fi, etc. Et voilà, c'est aussi des choses que les hackers peuvent attaquer. On a eu aussi en 2015 les SUV Jeep qui pouvaient être piratés à distance. Ils pouvaient arrêter la Jeep sur l'autoroute en pleine course. Ils avaient utilisé, c'était un petit boîtier qui permettait de calculer la manière dont le conducteur conduisait. Donc pour pouvoir permettre aux assurances d'avoir des assurances auto qui sont moins chères si le conducteur adopte une conduite défensive, ces outils-là au final étaient reliés au bloc moteur, au bloc électronique du moteur et via le piratage de ce système-là, ils pouvaient arrêter la Jeep à distance via les réseaux 3G ou Wi-Fi. Je pense que c'était Wi-Fi et je pense qu'il y avait quand même pour rassurer un peu, il fallait être à côté de la voiture, c'était pas qu'on pouvait le faire de n'importe où, mais on a vu aussi récemment Testacha qui a réussi avec les outils de paiement sans contact, en se mettant derrière une personne, ils peuvent réaliser des paiements en NFC là. J'ai partagé ce matin une vidéo d'une caméra de surveillance en Angleterre, une toute nouvelle Mercedes. Il y a un bonhomme qui se met contre la façade pour capter, à mon avis, les émissions de la clé. L'autre qui se met à côté de la voiture. Moi, 10 minutes après, ils sont partis avec la voiture. Ouais, ça c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent parce que ces clés-là, n'ont pas forcément elles ont des protocoles quand même assez sécurisés entre elles, mais quand on duplique le signal et qu'on se met entre les deux, on a une attaque de type man in the middle, on peut récupérer le signal et le rejouer par la suite. C'est comme les badges, les lecteurs RFID. C'est très facile de copier. Alors maintenant, il y en a qui deviennent de plus en plus évolués avec un chip à l'intérieur, avec des certificats, des clés privées. Mais il est toujours possible de se mettre entre les deux, de copier le signal et de le rejouer par la suite. Non, c'était une caméra de surveillance de la police. Voilà. On voit tout. Ça dure pas 1 minute. Toutes les belles voitures, elles pas d'entrée de gamme.
Alors, donc, juste en termes d'évolution légale, j'ai vu qu'il y a un sujet là-dessus l'an prochain au Geeks Anonyme. Donc, il y a la loi, le règlement, la directive européenne, la GDPR, qui va être renforcée en mai 2018. Et donc là, c'est une directive qui, bon, n'est pas forcément uniquement liée à la sécurité, parce que c'est aussi tout l'aspect vie privée, gestion de la vie privée des personnes. Mais à l'intérieur de la directive, il y a pas mal de requirements en termes de sécurité pour s'assurer que les données sont bien protégées contre les accès non autorisés. Et ce qui change, parce que cette directive-là existe depuis 1992, mais ce qui change aujourd'hui, c'est que les amendes vont être vraiment bien renforcées au niveau des pays en Europe, avec des amendes qui peuvent arriver jusqu'à 20 millions d'euros. Et donc là, les entreprises se sont réveillées. Ça donne pas mal de business pour les entreprises comme nous qui font du conseil, hein, ça c'est cool. Mais voilà, les entreprises aujourd'hui se réveillent vraiment et ce sont des projets très très complexes à mettre en œuvre parce que la réglementation impose beaucoup de choses et c'est pas forcément très facile de comprendre les tenants et les aboutissants de chaque exigence. Il y a des aspects juridiques, il y a des aspects de processus, il y a le droit à l'oubli, etc., etc. Enfin, beaucoup de choses à mettre en place. Et tout en bas de toutes ces exigences-là, il y a l'aspect sécurité où une entreprise doit prouver qu'elle a bien sécurisé ses données contre les accès non autorisés. Donc voilà, ça fait ceux qui travaillent ici, tous ceux qui travaillent dans une entreprise ont certainement entendu parler de la GDPR et des budgets qui sont associés, parce que ce sont quand même des gros projets pour les prochaines années. Ok, je sais quelle heure il est. C'est combien de temps qu'il est? Ok. Donc voilà, le chapitre suivant, c'est plutôt... Donc c'est le chapitre qui décrit le cycle de vie d'une cyberattaque. Je vais essayer d'aller peut-être un peu plus vite sur certains points. Donc voilà, le cycle d'une vie de cyberattaque, on peut prendre en considération qu'il y a 7 grandes étapes. Donc la première étape, c'est l'étape de reconnaissance. Donc ça, c'est l'étape pendant laquelle on va récolter beaucoup d'informations sur la société. Que ce soit des informations techniques en interrogeant les serveurs DNS ou les serveurs, on va faire du ping ou de la reconnaissance sur les systèmes de l'entreprise pour récupérer des informations techniques. On va consulter les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Facebook pour récupérer des emails, essayer de comprendre comment l'email est structuré, est-ce que c'est nom, point, prénom, prénom, point, nom, enfin, essayer de comprendre la structure de l'email de l'entreprise, parce qu'en général, tous les emails respectent la même nomenclature. Et donc si on en récupère un, on peut deviner tous les autres en ayant les profils LinkedIn par exemple. Donc on va réaliser des scans de vulnérabilité pour essayer de comprendre si les systèmes de l'entreprise sont bien protégés ou pas, ou s'il existe déjà des vulnérabilités qu'on pourrait exploiter. Et on va observer, là c'est dans vraiment les exercices avancés où l'entreprise veut, on réalise une attaque ciblée et on veut vraiment découvrir tous les moyens par lesquels on pourrait rentrer dans l'entreprise. On peut aussi aller jusqu'à observer la sécurité physique qu'il va y avoir autour des bureaux d'administration ou des usines, etc. Aujourd'hui, il y a des failles qu'on peut assez facilement exploiter si par exemple les réseaux ne sont pas protégés et qu'on peut brancher n'importe quel PC sur un câble Ethernet de l'entreprise, là on a accès directement au réseau interne. Donc on ne va pas commencer à essayer d'exploiter les sites internet parce qu'il suffit que quelqu'un puisse mettre une petite clé dans une prise Ethernet et on a accès au réseau interne directement. Donc après la phase de reconnaissance, on entre dans la phase d'infection initiale. Donc ça, c'est la phase qui a pour but de trouver un système ou une personne qu'on va infecter initialement. Donc c'est vraiment la première infection. On va chercher à infecter un système et qui va nous permettre d'avoir ce premier accès à la société. Pour ça, on a plusieurs solutions. On va soit exploiter des vulnérabilités comme on a découvert sur les sites web, soit on va envoyer des virus, des malwares ou d'autres choses vers les employés de la société, ou on va encore tenter une intrusion physique en se faisant passer pour un technicien à Microsoft et voir si ça passe, aller jusqu'à une salle de conférence et essayer de voir s'il n'y a pas des prises réseau au sol et mettre un petit outil là sur une des prises de réseau qui nous donnera un accès au réseau interne. Ça c'est l'infection initiale. Une fois qu'on a infecté et qu'on a réussi à infecter un système, le but c'est de pouvoir prendre le contrôle. Donc infecter un système comme par exemple les malwares comme WannaCry, eux ils infectent le système mais ils ne s'intéressent pas à
à prendre le contrôle. Il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre le contrôle des systèmes qu'il infecte. Il veut juste chiffrer le PC et dire payez-moi X bitcoin pour récupérer vos données. Tandis que quand on est dans une attaque plus ciblée, notre objectif c'est pas d'infecter le système, mais c'est de prendre le contrôle du système. Donc il faut bien qu'on ait des moyens que lorsqu'il est infecté, on puisse interagir avec. Donc ça c'est les principes d'avoir un serveur de contrôle de notre côté avec lequel le poste infecté va communiquer pour que nous on puisse derrière réaliser des commandes ou prendre le contrôle de ce système-là. Une fois qu'on a pris le contrôle, il faut pouvoir élever ses privilèges. Donc ça dépend un peu des privilèges initiaux qu'on va avoir, mais si par exemple on va attaquer un employé de la société, il n'est pas admin sur son PC, quoique en général ils sont admin, mais il va peut-être pas être admin, donc là on doit pouvoir élever nos privilèges pour passer d'abord admin du système et puis trouver d'autres systèmes sur lesquels on peut passer admin. C'est vraiment l'élévation des privilèges parce que on a besoin d'un certain niveau de privilège avant de maintenir la connexion et de pouvoir faire de plus en plus de choses sur le système. Et là on commence à être dans une boucle parce qu'on va répéter les étapes 3, 4, 5, 6 parce qu'après l'élévation des privilèges on est dans une étape de mouvement latéral où là l'objectif c'est que j'ai accès à un système mais je veux accéder à d'autres systèmes. Donc l'objectif c'est de pouvoir se propager de plus en plus au niveau des systèmes de l'entreprise jusqu'à arriver au point où on veut arriver. Donc si on veut par exemple chercher de la documentation, on va un peu scanner tous les partages réseau ouverts, on va essayer d'accéder à l'Active Directory et de prendre le contrôle de l'Active Directory pour au final être administrateur du domaine. Et là on aura vraiment on aura accès à tout ce qu'on veut pour les entreprises qui sont basées sur un domaine Windows. Donc, en général c'est 90% du temps. Et alors quand on a commencé à pouvoir s'étendre sur le système, là on veut maintenir la persistance, ça veut dire que on veut s'assurer, c'est une étape qui se fait un peu en parallèle des autres, mais c'est pouvoir s'assurer que si j'ai infecté un système et que la personne ferme son PC, quand elle va le rouvrir, j'aurai encore accès. Si c'est un serveur, il est online 100% du temps, mais si c'est un système comme un PC sur lequel la personne se déconnecte le soir, on veut pouvoir récupérer l'accès quand la personne va se reconnecter le lendemain. Donc ça c'est l'étape plutôt de persistance. Et alors, quand on a réalisé tout ça, qu'on a eu les bons privilèges, qu'on a accès au système qu'on veut, qu'on peut faire les choses pour lesquelles on a voulu compromettre la société, là on commence à réaliser des activités plutôt malveillantes, comme exfiltrer les données, ou pirater les sites web, ou demander de l'argent à la société en échange de ne pas divulguer certaines infos. Je pense qu'il y a eu d'ailleurs une information qui est parue il y a 2-3 jours sur Internet, où Uber a payé 100 000 € à des hackers pour ne pas qu'ils révèlent qu'ils avaient piraté leur base de données de 60 millions de clients ou de conducteurs. Donc Uber a dû admettre qu'ils avaient payé des hackers il n'y a pas longtemps pour ne pas qu'ils divulguent le fait qu'ils avaient compromis des données de l'entreprise. Alors, donc là, la phase de reconnaissance, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais comme j'ai dit, l'objectif c'est de récolter le plus d'informations possible sur la société pour pouvoir identifier le meilleur vecteur d'attaque initiale. Donc l'infection initiale, juste un petit schéma qui montre que quand on est à l'extérieur, on a plusieurs vecteurs d'attaque. Voilà. Donc on a plusieurs vecteurs d'infection initiaux. On peut soit attaquer directement le réseau interne de l'entreprise, où là on va plutôt être sur des attaques de type on envoie des malwares par email et on espère que les malwares vont passer les barrières de sécurité et que les différents, au moins un employé va ouvrir notre document ou notre pièce jointe, notre PDF et va exécuter les macros. C'est un genre de choses qu'on pourrait essayer. Donc on va directement s'attaquer au réseau interne. Ou on peut s'attaquer au périmètre externe de l'entreprise en découvrant et en exploitant des vulnérabilités sur les applications qui sont exposées sur Internet. Ou on peut aussi, maintenant les entreprises sont beaucoup dans du public cloud et gèrent même leur sécurité dans le public cloud. Donc un exemple frappant, par exemple, c'est toutes les entreprises qui mirent toutes leurs infra Exchange ou leur partage réseau sur Office 365, sur Google Drive, sur Google Apps. Là, c'est la porte ouverte notamment aux attaques phishing, parce que je rencontre beaucoup de sociétés qui font ces migrations-là, mais qui au final ne se rendent pas compte qu'un
Office 365 ne protège pas forcément contre des malwares très avancés. Ils ont pas mal de blacklists, ils vont mettre en quarantaine un certain nombre de fichiers, mais si une entreprise avait un niveau de sécurité assez élevé avec ses propres gateway mail internes, ce ne sera pas forcément le même cas sur un Office 365 ou sur un Google Mail. Même chose, si on va vers du Google Mail et qu'on n'active pas de l'authentification forte, ou un Office 365, là c'est très facile de faire une campagne de phishing et de récupérer les crédentiels des utilisateurs. Alors si l'entreprise ne s'est pas assurée que seuls ses IP internes peuvent accéder à Office 365 ou que il y a de l'authentification forte pour accéder aux mails, voilà, ça peut être un vecteur d'attaque assez facile à mettre en œuvre. On a même aujourd'hui des solutions comme Okta qui permettent de faire de l'authentification forte, mais sur lesquelles on peut toujours réaliser des attaques de phishing parce qu'on se met entre les deux, entre Okta et Office 365, et on va d'abord rechercher des informations sur le site d'Okta pour réaliser l'authentification forte, et on fait croire à la personne qu'elle est en train de le faire alors qu'au final c'est nous qui interceptons toutes les données. Donc, même l'authentification forte via des solutions comme Okta, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça reste toujours des choses qu'on peut tenter d'exploiter. Donc le point suivant, c'était juste pour montrer des petits outils qu'on peut acheter sur internet comme Pony Express. C'est une société qui fait des boîtes qu'on branche sur une prise puis qu'on connecte au réseau interne, et derrière ça nous donne un serveur Linux avec Kali installé qui est un outil de piratage, et donc ça expose un réseau Wi-Fi, donc il suffit de le brancher dans un mur qui a une prise Ethernet, de mettre qu'il ne faut pas l'enlever parce que ça appartient à l'IT, et derrière ça nous donne un accès Wi-Fi ou un accès 4G au réseau. Pour ça, il faut que la société ne se protège pas contre l'introduction d'outils qui ne sont pas reconnus, mais dans leur réseau interne. Donc là, c'est de l'authentification des postes de travail au réseau physique, mais c'est des choses assez complexes à mettre en œuvre. Il y a différentes technologies qui sont plus ou moins sécurisées, comme le contrôle par adresse MAC, qui est facilement attaquable, et un peu plus évolué, des contrôles via des certificats 802.1x, où là, ça va être, par exemple, plus compliqué de faire ce genre de choses. Alors ensuite, on a aussi des solutions comme LAN Turtle, qui aussi, c'est 50 €, je pense, qui elle va se mettre sur un port USB d'un PC, et puis après on va mettre le câble Ethernet de l'autre côté. Et là aussi, c'est soit en 4G, soit via Internet, ça nous rend une interface pour communiquer avec la petite clé là. Et dessus, il y a un serveur Linux qui est exposé, et qu'on peut accéder pour faire tout ce qu'on a envie. Donc c'est le genre de petits gadgets qu'on pourrait utiliser dans une intrusion plutôt physique à ce moment-là, où vraiment physiquement on essaye d'installer un système dans les réseaux de l'entreprise. On peut mettre un Pi0 aussi, ça fonctionne aussi. Pardon? On peut mettre un Pi0, ça fonctionne aussi. Un Pi0? Un Raspberry? Oui, un petit Raspberry, ça peut être aussi une solution. Donc là, quelques techniques pour bypasser les antivirus, c'est utiliser des protocoles d'encryption entre le poste sur lequel on installe le virus et notre serveur de contrôle. Et alors tout ce qui est les techniques pour bypasser les antivirus, on a notamment des développements de virus qui sont inconnus dans les bases de données. Donc les antivirus classiques qui ne font que de la détection par signature ne détectent pas un virus qui va être créé, qui est totalement inconnu des bases de données de signature. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions parce qu'ils font du behavioral analysis, ils se basent aussi sur les comportements, sur de l'analyse heuristique de ce que fait le logiciel. On a aussi pas mal de solutions maintenant qui font du sandboxing, donc c'est-à-dire qu'ils émulent un fichier exécutable dans une machine virtuelle, et en fonction de ce qu'il fait, il va dire oui, ça c'est un comportement bizarre ou pas. Maintenant, il y a pas mal d'articles qui montrent comment on peut bypasser toutes ces mesures de protection, notamment par exemple en vérifiant si on est dans une machine virtuelle ou pas. Si on est dedans, le virus il s'arrête tout court, et si par contre il se rend compte qu'il est vraiment directement sur la machine physique, il continue son exécution. Ça c'est le genre de mécanisme pour justement essayer de bypasser les antivirus. Toutes les techniques de staging, donc c'est-à-dire que le fichier exécutable du virus initial qui est sur la machine, il ne fait rien de bien méchant, il ne fait qu'aller sur internet récupérer une payload, et puis après il l'exécute en mémoire. Et donc là,
une analyse heuristique ou de signature par un antivirus ne va pas forcément détecter que le programme initial est malveillant, ce qui ne fait qu'ouvrir une connexion Internet. Par contre, derrière, le virus, il est téléchargé sur Internet et il est exécuté sur la machine en mémoire. Et donc là, les antivirus qui ne font que de la détection qui est basée sur l'ouverture d'un fichier ne vont plus rien détecter. Là, il faut aller sur des antivirus qui scannent la mémoire en continu pour détecter des injections de DLL, etc., pour voilà, avoir un peu plus de sophistication dans la détection des virus. Et pour bypasser les firewalls, ben c'est facile, c'est des connexions qui vont utiliser le proxy de l'entreprise. Donc ils détectent les configurations système, donc on voit qu'il y a un proxy d'entreprise, et donc on va communiquer avec notre serveur de contrôle via les flux proxy qui sont ouverts par l'entreprise par défaut. Donc là, je vais vous montrer juste c'est une introduction à l'outil Kali Linux. Ceux qui s'intéressent un peu à l'ethical hacking ont certainement déjà entendu parler de l'outil. Donc c'est un outil, c'est une distribution Linux qui contient énormément d'outils de hacking par défaut, qui sont installés par défaut, dont 2 qui sont Metasploit et SET, qui est Social Engineering Toolkit. Donc ce sont 2 outils donc Metasploit, ça permet de créer un serveur de contrôle et de prendre le contrôle du PC à distance et de réaliser plein de choses une fois qu'on l'a infecté. Donc c'est vraiment un module de command and control, c'est un module de contrôle des serveurs, c'est open source, c'est gratuit, et ça crée pour nous les payloads. En fait, on dit voilà, je veux que mon serveur il écoute sur le port 5440, je veux une connexion TCP en HTTPS, et alors là, quand on clique sur OK, ben là il va créer la payload, et puis après il y a tous des programmes, tous des petits outils pour chiffrer la payload, pour la transformer, pour en faire des modifications, pour essayer de bypasser toutes les détections antivirales. Donc d'abord on doit créer une payload initiale, et puis on doit utiliser tout un ensemble d'outils pour essayer de bypasser les antivirus. Et donc SET, lui, c'est une autre solution qui permet de faire donc différentes choses en termes de social engineering. Par exemple, il va créer une payload en PowerShell qui est chiffrée, et derrière il va nous créer un document Word avec un macro qui quand on clique sur le macro va télécharger la payload vraiment qui contient le cœur du virus et puis l'exécuter en mémoire. Donc c'est des genres d'outils qui permettent de faire ce genre de choses. Donc si on regarde par exemple la payload sur Internet, c'est juste un fichier texte qui lance une payload qui est encryptée. Et au final, dans notre document Word, on a juste un programme qui va lancer PowerShell et qui va exécuter cette payload-là. Et donc là, les antivirus classiques ne vont pas forcément détecter qu'on est en train de télécharger un virus et qu'on va l'exécuter sur la machine, parce que l'antivirus va juste analyser le document Word et va pas forcément regarder ce qui se passe derrière. Bon, ça c'est encore des antivirus classiques, mais aujourd'hui ça évolue de plus en plus, mais voilà, c'est le genre de choses qui permet de bypasser les antivirus. Ok, donc ça je montrais. Finalement, voilà, le macro dans le document Word, c'est juste. Non, ça c'est pas un macro, je pense, c'est juste un exécutable de base. Mais un point exe qui n'a que ça au final, n'est pas forcément détecté comme un virus par un antivirus. Puisque c'est juste aller rechercher une payload PowerShell sur Internet, c'est pas forcément malveillant. Des administrateurs qui font des scripts font peut-être ce genre de choses aussi en interne pour automatiser certaines choses. Et donc là, un antivirus ne va pas le détecter, alors puisqu'après, quand on lance, tout se passe en mémoire, un antivirus qui ne scanne pas la mémoire continuellement ne va pas détecter que derrière, il y a une attaque, qu'il y a une payload malveillante qui est exécutée. Voilà, alors bon, ça je vais passer. Ça montre juste un peu comment configurer Metasploit derrière pour créer justement le serveur de contrôle qui va attendre les connexions de la machine qu'on a infectée. Donc ça, c'est quelques commandes, et puis donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'une fois que le code est exécuté, on repasse par les proxys de l'entreprise vers l'extérieur et on contacte le serveur pour établir la connexion et avoir une connexion interactive entre le serveur de contrôle et le poste qu'on a infecté. Alors, donc là, ça, je vais passer. Donc, le point suivant, c'est l'escalation de privilèges. Donc, une fois qu'on a infecté le système, notre objectif, c'est de pouvoir augmenter nos privilèges vers des privilèges administrateurs. En général, c'est un peu ça l'objectif. C'est OK, je suis
pas forcément admin, mais je veux le devenir. Donc là, il y a énormément de différentes possibilités qui existent. Donc c'est notamment tout ce qui est exploit en local. Donc là, il y a des bases de données qu'on va retrouver sur Internet sur un ensemble d'exploits qui sont sur le local, en local. Donc notamment sur Linux, des exécutables qui sont lancés en tant que système. Donc même si on le lance en tant qu'utilisateur, il prend les droits système pour s'exécuter. Et il y a des exploits, des vulnérabilités qui permettent de, grâce à cette exécution de programme, avec par exemple des vulnérabilités type buffer overflow, on va lancer le programme et le programme au final il va nous rendre un shell qui est administratif. Donc voilà, c'est ce genre de vulnérabilité. Donc on a un end user, mais en lançant un programme, on va récupérer des droits d'administration. Le deuxième point, c'est quelque chose qu'on va tout le temps retrouver, c'est on cherche manuellement pour des scripts sur les systèmes, sur les serveurs qui contiennent des crédentiels administratifs. Donc Windows, il y a un ensemble de vulnérabilités et de mauvaises pratiques que les entreprises vont faire qui font que voilà, on va retrouver des scripts, par exemple dans les fichiers sysvol qui sont les fichiers auxquels tout le monde a accès lorsqu'on démarre son PC quand on est dans un domaine Windows. Dans ces fichiers-là, il y a des fichiers de configuration qui vont contenir des mots de passe qui sont chiffrés avec une clé qui est publique. Donc évidemment, on sait facilement aller récupérer le mot de passe. Et comme ce sont des mots de passe d'administration du domaine, on a directement accès à un compte qui a des hauts privilèges dans le domaine. On a notamment aussi sur les Windows des entreprises qui utilisent des sysprep, c'est des fichiers qui permettent de configurer le PC quand on l'installe pour un nouvel employé. Et si on ne les supprime pas, à l'intérieur des fichiers sysprep, il y a de temps en temps, si on n'a pas fait attention, il y a des mots de passe de l'administrateur local du système. Et donc là, là on peut élever son privilège vers administrateur local. Et si pas de chance, ce PC-là est utilisé par un domaine admin, si on est administrateur local, on peut récupérer, c'est pas forcément ses crédentiels, mais on peut récupérer son token Kerberos et devenir domaine admin nous-mêmes. Parce que si on est admin sur un système Windows, on peut impersonner et devenir n'importe quel autre admin qui est connecté au même moment. Enfin, c'est le genre de pratique pour élever ses privilèges. On a aussi d'anciennes failles Windows comme le SAM qui est le fichier qui contient tous les mots de passe du système qu'on peut pirater. Bon, ça c'est plus valable depuis Windows 2008, mais il y a encore beaucoup de systèmes en Windows 2003 malheureusement. Il y a notamment tout ce qui est World Wide Table Files, donc c'est des fichiers auxquels on aurait accès en écriture, mais qui au final, si on les modifie, par exemple des fichiers de script qui sont lancés par un job journalier, et qui au final sont lancés avec des droits admin, mais si on a accès en écriture à ce fichier-là, on peut le changer et on attend qu'il s'exécute et il va nous donner des droits administrateurs parce qu'on va rajouter des lignes de code qui vont créer un compte administrateur sur le système. Ce genre de choses qu'on pourrait faire. On pourrait aussi lire toutes les commandes d'history pour voir s'il n'y a pas un admin qui a tapé une commande de connexion à un système distant et c'était un SSH avec le mot de passe et donc c'est gardé dans l'historique de commande. C'est ce genre de choses qu'on pourrait faire. Et comme j'ai dit, les job altérations des tasks, des processus qui sont exécutés automatiquement, si on a un accès à ce fichier-là, on pourrait le modifier et attendre qu'il s'exécute pour avoir de plus hauts privilèges. Donc, juste par rapport à Metasploit, qui est notre outil, notre couteau suisse du hacking, il a un système qui est tout fait, qui s'appelle Incognito. C'est-à-dire que si je suis administrateur local d'un système, donc on est dans un contexte où on a pu infecter une machine Windows d'un utilisateur, et soit par chance il était déjà local admin, soit on a réussi à élever nos privilèges en tant qu'administrateur local du système. Le module Incognito, il permet de changer le compte par lequel on est connecté. Donc si moi je suis connecté en tant que... en général, je vais être connecté en tant que système si jamais j'ai récupéré des droits admin. Je peux prendre et impersoner, c'est une technique d'impersonnation, c'est des outils standards de Windows, c'est des fonctionnalités de Windows, ça permet d'impersoner n'importe quelle autre personne qui est connectée sur la machine. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait quand on a un accès à ces machines-là? On attend qu'il y ait un domaine admin qui soit connecté, et on va impersoner, donc on va prendre son token d'authentification sur la machine. Et donc une fois qu'on aura son token, on sera nous-mêmes domaine admin, et alors là on pourra commencer à créer des comptes dans le domaine et faire finalement ce qu'on veut au niveau du domaine Windows. Alors le mouvement latéral, donc là j'ai
pirater un système et je suis un certain niveau d'administration sur le système, mon but c'est d'arriver à pirater d'autres systèmes. Donc là, on a dans Metasploit une technique qui s'appelle la technique du pivot. Ça permet tout simplement, ça s'appelle autoroute, ça permet simplement de créer une nouvelle route réseau à partir du poste de travail qu'on a infecté. Et au final, ça nous crée une nouvelle route réseau vers le réseau interne de l'entreprise qui utilise le PC qu'on a infecté comme routeur en fait. C'est bêtement ça passe par ce PC-là. Et donc c'est grâce à ça que depuis un PC, on va commencer à pouvoir scanner l'ensemble du réseau interne de l'entreprise. Manip de middle. Oui, exactement. Et donc derrière, on a des outils fabuleux de Windows comme PSExec qui permet d'exécuter une commande sur un système distant avec la possibilité. Alors, dans les nouvelles versions de Windows, ça va être de plus en plus compliqué, mais jusqu'à aujourd'hui, on peut lancer ces commandes PSExec en passant le hash d'un compte et pas forcément son mot de passe. Donc on n'a même pas besoin de connaître le mot de passe d'un compte. Il suffit de connaître le hash de ce mot de passe là qui est en clair sur la machine dans les processus en mémoire. Et donc on récupère l'ensemble des hashes sur la machine ou même dans la SAM ou dans les clés de registre on a les hashes des mots de passe. Et donc on peut lancer les commandes PSExec avec juste le hash. Donc si on a le hash d'un domaine admin, on peut lancer une commande sur le contrôleur de domaine avec les droits d'administrateur là. Ça s'appelle la technique du pivot, parce qu'on peut, depuis un système infecté, aller attaquer d'autres systèmes. Ok. Bon, il ne reste plus beaucoup de temps, mais je vais passer au chapitre suivant qui est plutôt les vulnérabilités. Donc, pourquoi au final on en arrive à pouvoir faire ce genre de choses? Donc c'est parce que dans le monde tant technique que humain, il existe des vulnérabilités et ces vulnérabilités-là peuvent être exploitées. Voilà. Donc, les vulnérabilités, c'est quoi au final? C'est une faille dans la conception ou le développement ou l'implémentation d'un système informatique qui permet de réaliser des actions qui sont normalement pas autorisées. Ça c'est vraiment la définition générale. Et on peut avoir des vulnérabilités qui sont très simples, comme un mot de passe par défaut. Ça c'est une vulnérabilité super courante, c'est un mot de passe par défaut sur une interface d'administration. Voilà, ça c'est une vulnérabilité, parce que si on n'a pas changé le mot de passe, on peut accéder à l'interface d'administration. Ou des vulnérabilités plus complexes comme les buffer overflow, qui sont des problèmes de gestion de la mémoire interne dans un code informatique qui permettent de changer la valeur de retour d'une exécution et de la faire pointer ailleurs et donc de pouvoir récupérer ressortir du programme et avoir nos propres instructions qui sont exécutées dans le programme. Tous les jours, il y a plusieurs dizaines de vulnérabilités qui sont découvertes et qui sont classifiées, qui sont découvertes par des chercheurs, des étudiants ou même des professionnels. Comme je disais, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le rachat et la revente de vulnérabilités. Donc voilà, ça c'est pourquoi est-ce que on a des vulnérabilités qui sont découvertes, c'est parce que il y a des chercheurs, des hackers, il y a vraiment des gens qui passent leur vie à chercher à découvrir des vulnérabilités. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs principes par rapport à la gestion de ces vulnérabilités dans la communauté. On a le principe du full disclosure, qui est de dire que dès qu'on découvre une vulnérabilité, on va la publier à tout le monde. Parce que comme ça force les vendeurs à développer des patchs et des correctifs dès que la vulnérabilité est découverte. Mais ça c'est super dangereux parce que le temps que ce soit patché, il y a toujours une période pendant laquelle les entreprises vont être vulnérables parce que l'éditeur n'a pas corrigé la vulnérabilité. Donc on a eu le cas par exemple avec Windows en 2017 où les vulnérabilités liées à WannaCry, etc. ont été réalisées, alors le patch n'est pas sorti tout de suite. Donc il y a eu un moment pendant lequel les entreprises pouvaient être vulnérables à ces vulnérabilités-là. Il y a énormément de sites qui référencent et qui donc même vendent les vulnérabilités, j'en ai montré un après. Et pas mal de sites aussi sur le réseau Tor qui permettent d'aller rechercher, de discuter, il y a des forums, etc. Et aussi des sites qui vendent un peu plus de manière underground des vulnérabilités. Donc là c'est par exemple un site qui s'appelle 0d.today
où là on peut acheter des vulnérabilités en Bitcoin, donc je ne sais pas combien ça vaut, mais donc si on prend, ben voilà, la dernière, il y a un exploit de type DNS service sur la Apple iOS, ben voilà, il est vendu X Bitcoin. Donc là, je vois par exemple que le 15 novembre, il y a eu pas mal de vulnérabilités sur des caméras IP qui permettent de l'exécution de code de manière non authentifiée. Donc voilà, ça ce sont des sites qui recensent un peu toutes les vulnérabilités. Et l'avantage de ces sites-là, c'est qu'il y a aussi les proof of concept, donc on peut retrouver les programmes, on peut télécharger des scripts qui vont exploiter la vulnérabilité pour nous. Comment ça va patcher Pardon? Puisque S5 ici, je peux en acheter ici. Je peux vérifier si mon programme, je peux aller acheter. Ou voir ce que c'est exploit. Alors oui, vous pouvez faire ça, mais le problème c'est que par exemple une vulnérabilité sur une application web qu'on a acheté comme par exemple un Drupal, si la vulnérabilité a été découverte, le temps que Drupal la corrige, ben, il faudrait que vous-même vous ayez dans le code cœur de Drupal pour le changer, alors qu'a priori si on a un accord commercial avec une compagnie qui développe un logiciel, on n'a pas le droit d'aller dans le cœur. Donc là il y a d'autres techniques comme par exemple, pardon? Voilà, exactement. Monsieur Drupal doit aller scanner tous les jours ce machin-là. Monsieur Windows... En général, ils le font, bien sûr, mais par exemple, Microsoft, eux, leur politique, c'est de dire on a un release de patch tous les derniers jeudis du mois. Et par contre, s'il y a des vulnérabilités qui sont découvertes avant, ils n'ont pas forcément de processus de patch en urgence, et donc il faut attendre que le patch soit délivré. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, on est quand même plus dans des principes de responsible disclosure, où on attend que le vendeur a corrigé sa faille et l'a patché avant de publier la vulnérabilité. Donc c'est plutôt ce principe-là qu'on observe. Mais même, il faut savoir que même malgré ce principe-là, le nombre d'entreprises qui ne corrigent pas leur vulnérabilité à temps est très important, parce que quand une entreprise gère 500 serveurs, dont 200 en interne, 20 dans un cloud privé, 10 en DMZ, on ne sait pas forcément patcher tout le temps. C'est pas possible, il faut aller au plus pressé, et même toutes les entreprises ne sont pas forcément, ne suivent pas régulièrement les patchs qui sortent, et donc c'est pour ça que, en fait, on dit que 99% des attaques aujourd'hui utilisent des vulnérabilités qui n'ont pas été patchées par l'entreprise, donc qui sont connues, pour lesquelles il y a un patch, mais que l'entreprise n'a pas patché. C'est 99% des attaques utilisent des vulnérabilités de ce type-là, et dans les prochaines années, ce sera la même chose en fait. On ne prévoit pas que ça va diminuer, ça va rester cette même proportion. Donc, voilà, c'est un bon exemple. Et Windows 2003 n'est plus supporté depuis quelques, je ne sais plus combien de temps, mais normalement plus aucun Windows 2003 ne devait être opérationnel aujourd'hui, parce qu'on n'est même plus supporté par Microsoft. Donc il y a... Ok, donc par rapport aux vulnérabilités, ben pourquoi au final on découvre et pourquoi il y a des vulnérabilités? Il y a plusieurs raisons à ça. C'est d'une part la complexité aujourd'hui des codes applicatifs, des systèmes, de l'interopérabilité est tellement complexe que le temps et les budgets consacrés à la sécurité du code sont trop peu suffisants que pour s'assurer qu'il n'y a pas un développeur qui un jour fait une mauvaise manip ou ne réfléchit pas suffisamment à une de ces lignes de code et derrière introduit une vulnérabilité. Donc c'est le troisième ou quatrième point, c'est qu'il n'y a pas assez de budget de sécurité qui sont alloués au projet de développement, parce que ça ralentit les développements, ça coûte plus cher, etc. Donc là on est de nouveau dans des problématiques de cost pour les entreprises. Plus on va mettre de la sécurité, plus ça va coûter cher pour développer un projet. Donc pour rester compétitif, c'est pas forcément la première chose à laquelle on va faire attention quand on développe une application. Le deuxième point, c'est plutôt le syndrome du next, c'est que quand on installe des composants, si on fait next sans forcément réfléchir à la configuration de sécurité, on va installer des vulnérabilités sans le savoir, parce que ça installe un module avec un compte admin par défaut. Voilà, ce genre de choses qui peuvent arriver si on ne fait pas attention. Et le besoin de fonctionnalité est souvent antagoniste aux besoins de sécurité. Donc notamment, c'est le mode blacklist, c'est typique par exemple des applications, des firewalls applicatifs, c'est le mode blacklist, c'est-à-dire j'interdis un ensemble de choses et j'autorise tout le reste. Mais
évidemment, ça c'est pas vraiment la meilleure méthode parce que ça veut dire que si on a oublié quelque chose, ben, tout le reste, ça peut potentiellement contenir des choses qui sont pas normales. Tandis que la bonne pratique, c'est je n'autorise que ce que je connais et tout le reste, je l'interdis. Mais ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre. C'est un exemple qui montre pourquoi est-ce que on a ce nombre de vulnérabilités qui peuvent exister. Ok. Finalement, j'étais assez vite là, sur la fin. Je vous propose de passer ça et d'aller directement pour finir sur le test d'intrusion. Donc c'est un peu un exemple qui va montrer toutes les étapes qui sont suivies et qui explique à chaque fois quelle est la vulnérabilité qui a été exploitée dans ce cas-là. Ce que vous allez voir, c'est qu'au final, il n'y a rien de super complexe qui a été exploité, c'est juste que voilà, quand on enchaîne les mauvaises pratiques en termes de sécurité, on peut facilement commencer à compromettre de plus en plus loin le réseau d'une entreprise. Donc le contexte était juste un black box testing, c'est-à-dire qu'on était sur Internet, on n'avait aucune connaissance de la société à part les serveurs qu'elle exposait sur Internet qu'on connaissait parce que c'est public. Et l'objectif était de voir jusqu'où on pouvait aller en n'ayant que ces connaissances-là. Donc la première vulnérabilité qui avait été identifiée, c'était une vulnérabilité qui datait de 2010, le test il a eu lieu en 2015, donc ça faisait 5 ans qu'elle était là. C'était une vulnérabilité qui, quand on installait SAP BO, c'est un module Business Object, donc c'est un module de Business Intelligence dans SAP, si on faisait next, qu'on ne faisait pas attention, ça installait un module Axis 2, qui est un module Apache de reporting, je pense, avec des crédentiels par défaut. Et là, si on installait ça comme ça sans faire attention, il y avait deux vulnérabilités qui étaient que premièrement, le mot de passe était le même que le compte admin, c'était Axis 2. Ça c'était la première vulnérabilité. La deuxième était qu'il y avait un directory traversal. Donc ça c'est une vulnérabilité qui permettait d'aller lire les fichiers sur le serveur qui n'étaient pas dans le webroot. Donc c'est des fichiers de configuration qui étaient en dehors de ce qu'on pouvait accéder normalement. Donc qu'est-ce qui se passait grâce à cette vulnérabilité-là, c'est que... C'est un site de vente en ligne en fait ça. C'était un site, non, c'était un fournisseur d'électricité. Mais SAP, oui, c'était... Oui, SAP est exposé sur le web. Ils exposaient un module Axis, ils exposaient un module de reporting pour les clients parce qu'ils avaient des smart metteurs électriques et ça permettait aux clients de voir leur consommation, etc. etc. Donc en fait, la vulnérabilité de type directory transversal, ben, c'est juste que je peux aller via Internet en mettant un chemin .conf/axis2.xml. Je vais récupérer le fichier de config de l'application. Et malheureusement, dedans, ben, il y a le username et le password qui est dans le fichier. Pour eux, malheureusement, en plus, ils avaient gardé les mots de passe par défaut. Donc les deux vulnérabilités étaient là. Et donc, quand on exploitait cette faille-là, je vais resynchroniser. Quand on exploitait cette faille-là, on peut donc accéder au module d'administration de Axis, qui est le module Apache. Et donc, dans ce module-là, quand on admin, on peut uploader un WAR en mode live. Donc, c'est-à-dire qu'on upload un nouveau WAR sur le serveur sans restriction. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que, heureusement pour nous, en plus, grâce à ça, il y a un module dans Metasploit qui est tout fait pour nous, qui est Axis 2 Authentication Code Execution. Donc c'est un module dans Metasploit, il suffit de le configurer pour dire, ben voilà, mon serveur il écoute sur le port 80, donc je veux une backdoor qui va sur le port 80. Pourquoi je mets le port 80? Parce que là, il y a une deuxième vulnérabilité que je suis certain qui va marcher, c'est que tous leurs serveurs en DMZ, ils peuvent contacter n'importe quel système sur Internet. Pourquoi on a ce genre de choses? Parce qu'on doit mettre à jour Windows, X, Y, Z. Et donc, au lieu d'avoir un mode whitelist où on dit mes serveurs en DMZ ne peuvent contacter que tel ou tel serveur, on les autorise à aller sur n'importe où sur Internet. Donc moi je me dis, ok, je vais prendre le port 80 parce que c'est un port web, donc a priori ça va être ouvert. Et donc, grâce au module Metasploit, je peux uploader un fichier WAR à chaud, enfin une petite application sur le serveur Axis, qui au final est une application qui est une backdoor et qui va me recontacter sur le port 80 et qui va me donner une ligne de commande Windows. C'est juste ça pour le moment. Donc moi je déploie mon serveur sur le port 80, j'upload la backdoor sur leur Axis et j'attends
j'attends que le serveur me recontacte. Si on a un antivirus qui va détecter les comportements, il va détecter aussi sur quel serveur on va se connecter, et donc on ne peut pas se faire choper en fait en faisant ça. Ben là j'aurais pu me faire choper parce que avant, comme j'ai dit, c'était juste une ligne de commande Windows que j'avais utilisée, mais avant j'avais essayé un truc un peu plus sophistiqué qui est un module vraiment de communication avec le serveur, donc il y a un méterpréteur, donc c'est une payload un peu plus complexe, et là l'antivirus du serveur la détectait et donc je n'avais pas de retour. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû redescendre à un autre niveau, juste une ligne de commande, et ça a marché. L'antivirus ne l'avait pas détecté. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que, ouais, je l'avais eu en plus, c'était pas possible de uploader un méterpréteur parce que l'antivirus le détectait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uploadé une backdoor un peu moins sophistiquée qui ne me renvoyait que une ligne de commande Windows. Donc au final, quand je lance l'exploit et que je tourne le serveur sur ma machine, ben je reçois cette ligne de commande qui est en fait exécutée sur le serveur, et qui n'est pas exécutée chez moi mais sur le serveur. Donc avec ça, je ne peux pas faire grand chose pour le moment, et c'est pour ça que je veux dire, je ne fais rien de très compliqué ici, mais il faut penser un peu comme, il faut penser en matière de hacking pour essayer de voir de plus en plus loin comment est-ce qu'on peut avancer sur le serveur. Donc ce qui se passe, c'est que moi j'ai besoin d'avoir un compte privilégié sur le serveur sur lequel je peux me connecter. Parce qu'aujourd'hui j'ai juste un exploit qui exploite le fait que Axis2 tourne sur le serveur en mode admin, mais je ne connais pas les crédentiels de ce compte-là. J'ai juste une ligne de commande qui est authentifiée sous un certain utilisateur, mais je n'ai encore rien comme autre information sur le système. Donc moi ce que je veux faire, c'est comme là, c'est une nouvelle vulnérabilité, c'est la 4e, c'est que le serveur Axis, donc le serveur web Apache qui expose Axis, il tourne en tant qu'admin sur le système. Donc ça, c'est une vulnérabilité très grave. On dit souvent, enfin, c'est une des bonnes pratiques, un serveur web ne doit tourner sous un utilisateur qui est non privilégié, qui est shrouté, enfin, qui est vraiment confiné dans son environnement. Parce que là, comme le serveur web tournait sous un compte admin, mais moi je peux créer un compte sur le système parce que ma ligne de commande est une ligne qui est en mode admin. Donc là, je fais juste 2-3 commandes, net user, temp-test, password. Donc là, je suis en train je crée un compte sur le serveur, donc un compte local qui a des droits de local admin. Parce que je le rajoute dans le groupe administrateur du système. C'est un système Windows, hein, déjà, ce qui est exposé. Et donc, la prochaine étape, c'est de pouvoir obtenir une connexion en remote desktop sur le serveur, pour pouvoir me connecter, alors là vraiment avec une interface interactive en remote desktop. Mais pour ça, pour l'instant je ne sais pas parce que le port 3389 qui est le port remote desktop, il est fermé par le firewall. Donc ce que je fais, c'est que je dois créer un tunnel SSH, un reverse tunnel, c'est-à-dire que le serveur me contacte sur le port 443, donc comme s'il effectuait du trafic HTTPS vers un site web. Donc là, de nouveau, ils ont une vulnérabilité parce qu'ils laissent le port 443 ouvert en sortie. Donc ils me contactent, et moi j'ai un serveur SSH sur ma machine, donc ils me contactent en SSH, et quand j'ai cette connexion-là, je crée un tunnel à l'intérieur de cette communication-là pour rediriger tout mon trafic du port 3389 vers le serveur. Donc grâce à ce reverse tunnel, je peux maintenant me connecter en remote desktop sur le serveur dans la DMZ. Donc pour ça, je crée juste je dois télécharger Putty parce qu'il n'est pas sur le système, donc il faut avec des petites commandes echo créer un VB script puis le lancer. Bon, ça c'est juste des petits trucs. Et puis quand j'ai donc une fois que j'ai installé le client SSH sur leur serveur et que je puis ouvrir le tunnel, j'ai maintenant la fenêtre de connexion au serveur Windows. Et là, vu que j'ai créé un compte il y a 5 minutes sur le serveur, j'utilise ce compte-là pour me connecter. Donc, vu qu'il est admin local du serveur, j'ai qu'à utiliser ce compte-là pour me connecter, parce que je viens de le créer. Et donc, quand je suis là, mon objectif maintenant, c'est de pouvoir... donc, j'ai piraté un serveur et j'ai accès à ce serveur-là en DMZ. Maintenant, c'est de pouvoir aller plus loin sur le réseau de la société. Donc ce que je commence à faire, c'est exploiter des failles de Windows 2003 qui heureusement n'existent plus aujourd'hui,
mais il y en a d'autres aujourd'hui qu'on peut exploiter, mais celle-là n'existe plus. C'est que dans les systèmes Windows, il y a un fichier repair qui contient un fichier qui s'appelle la SAM, qui contient tous les mots de passe chiffrés des comptes qui ont été créés sur le serveur. Et donc, malheureusement, jusqu'à il y a quelques années, on était toujours avec des protocoles de chiffrement LMH qui sont super faibles et qui sont aujourd'hui, on peut les pirater en moins de quelques heures. On a craqué tous les mots de passe qui sont dans ce format de chiffrement-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'après quelques minutes, j'ai les mots de passe du compte local administrator du serveur. Et donc là, maintenant, j'ai vraiment accès à un compte de cette entreprise-là avec le mot de passe de cette entreprise-là. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je me dis que comme d'habitude, ils vont avoir répliqué le compte le mot de passe du compte local admin sur tous leurs serveurs. Ça, c'est toutes les entreprises, elles ont une image par défaut, elles installent cette image-là, et donc le compte administrateur local, souvent, il est répliqué sur tous leurs serveurs. Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, oui, j'ai accès à tous leurs serveurs de la DMZ, parce que à chaque fois, le compte administrateur local, c'est le même mot de passe. Donc là, je peux commencer à rebondir sur toutes les machines de leur DMZ. Ça, c'est la 8e vulnérabilité. Après, la suivante, c'est que, et là, ça commence à être de plus en plus grave, mais c'est qu'ils avaient des serveurs dans leur DMZ qui faisaient partie du domaine Windows interne. Donc ça, c'est aussi, en général, en DMZ, on n'a que des serveurs qui sont standalone et qui ne font pas partie du domaine Windows. Donc là, ils avaient des serveurs qui faisaient partie de leur domaine Windows interne alors qu'ils étaient exposés en DMZ. Et que en plus, alors bon là c'est vraiment super simple, mais le mot de passe administrateur du domaine Windows était le même que celui des administrateurs locaux de leur machine exposée en DMZ. Et vu qu'ils ont des DMZ, des systèmes Windows qui font partie de leur domaine Windows exposés en DMZ, ils sont obligés d'ouvrir des ports comme le 139, le 445 pour qu'il y ait des synchros et des communications entre les différentes machines du domaine. Et malheureusement pour eux, ces ports-là, ça me permet de faire des commandes comme psexec, etc. Donc maintenant, je peux commencer à contacter des machines de leur domaine interne. Et donc à partir de ce moment-là, je peux me connecter sur leur contrôleur de domaine. Là, je récupère les mots de passe de tous leurs comptes et je les craque. Et puis, puisqu'il y a de nouveau, c'est du LMH. Donc à partir de ce moment-là, j'ai accès à tous leurs comptes du domaine, à tous les mots de passe. Et malheureusement, encore pour eux, ils avaient un VPN sans authentification forte. Et donc là, à partir de ce moment-là, j'avais accès à tout leur réseau interne sans devoir plus rien faire, à part me connecter à leur VPN SSL, quoi. Donc voilà, en cheminant un peu petit à petit, en exploitant plusieurs failles, voilà comment on peut arriver à compromettre vraiment jusque leur joyau interne, leur contrôleur de domaine Windows, qui permet après de récupérer tout ce qu'on veut, parce qu'à ce moment-là, on a accès au partage réseau de l'IT, et là, il y a tous les fichiers de config avec tous les mots de passe des routeurs, des switches, et voilà. Et le responsable sécurité, il travaille où maintenant? Oh, je ne sais pas ça. Qu'est-ce que tu as fait de cette information-là? C'est juste proof of concept ou bien tu les as contactés? C'était une mission d'ethical hacking en fait. J'ai peut-être pas dit au début, mais c'est une société qui nous contacte pour faire une mission de test d'intrusion pour vérifier justement leur niveau de sécurité. Il n'y a pas eu un procès après, mais plutôt un chèque. Non, mais à partir du moment où je me suis connecté en VPN, là ils m'ont coupé tous mes accès. Mais voilà, parce que là on allait peut-être un peu trop loin par rapport au périmètre de la mission, mais... Parce qu'à partir du moment où plus on va loin, plus on risque d'être détecté, et à partir du moment où on est détecté, forcément on est en court-circuit. Il y a des choses sur lesquelles j'ai jamais été détecté, donc ça c'est... Donc c'est toi qui leur a dit, je suis connecté en VPN sur votre truc? C'est moi qui leur ai dit, mais donc moi je leur ai dit que j'avais eu accès à tout leur réseau interne. Oui. Puis après, c'est eux qui ont vu qu'il y avait des choses bizarres sur leur VPN, parce que j'étais toujours en train de faire des tests. Et parce qu'ils ont commencé à regarder leur log et tout ça, et là ils m'ont coupé tous les accès. Mais par contre, pendant la phase où j'ai récupéré sur leur contrôleur de domaine tous les fichiers d'utilisateurs avec les mots de passe, etc., là j'aurais vraiment dû être détecté parce que j'ai fait deux choses qui sont à la limite de ce que je peux faire, on va dire, vraiment à la tangente de ce qu'on peut et ce qu'on peut pas faire, mais qui restent quand même acceptables. C'est que j'ai éjecté un de leur domaine admin qui était connecté parce qu'ils avaient une licence que pour un domaine admin connecté à la fois sur le contrôleur de domaine, et vu qu'ils ne voulaient pas se déconnecter, je l'ai éjecté.
T'as pas envie d'attendre. Voilà. Et deuxième chose, l'antivirus sur le contrôleur de domaine détectait quand je lançais mon outil pour récupérer les mots de passe. Et donc j'ai désactivé 10 secondes. Et ça ils auraient quand même, toutes les alertes auraient dû se déclencher. Et en plus, avant de le désactiver, l'antivirus il a sonné plusieurs fois sur leur contrôleur de domaine parce que je tentais d'exécuter mon programme. Et donc là, normalement, ils auraient dû avoir des alertes qui remontent, parce que l'antivirus qui se déclenche sur leur contrôleur de domaine, c'est pas normal, quoi. Est-ce que ça serait pas mieux de vérifier qu'il n'y a pas d'antivirus avant, d'essayer? Si, ça j'aurais dû vérifier avant, mais le problème c'est que je l'ai lancé d'abord en mode à distance, sans avoir un accès interactif avec le serveur. Et donc là, au début, j'avais pas réalisé qu'il y en avait un, mais certainement, oui, c'est quelque chose que j'aurais dû vérifier avant. Ça, on parle d'une mission plus ou moins une semaine, je pense. Mais ici, on est vraiment dans des cas où c'est un cas d'école parce que vraiment les failles sont vraiment béantes, assez faciles à exploiter. Donc pour un cas comme ça, on parle d'une semaine. Maintenant, les missions un peu plus complexes, c'est 2, 3, 4 semaines. Ça dépend un peu vraiment le vecteur d'attaque qu'on va employer. Par exemple, si on utilise plutôt... Là, je parle vraiment des missions de test d'intrusion qu'on réalise en mode ethical hacker. Hein. Les missions où, par exemple, on va devoir développer un virus qui n'est pas détecté par les antivirus, etc. Ben là, ça prend un peu plus de temps, évidemment. Oui. Oui, parce qu'on va scanner les vulnérabilités, c'est scanner un petit peu NSE. Oui, oui, on utilise les mêmes outils que tout le monde, hein, ce genre de choses. Vous allez toujours à rentrer. Alors, les tests comme ça de l'extérieur, c'est, on va dire, 1 sur 5, 1 sur 10 même. C'est assez rare parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont très bien protégées. Par contre, les tests avec ingénierie sociale, où là, on développe avec des experts des virus qui ne sont pas détectés par des antivirus, là, on est à 9 sur 10. On va compromettre, on va réussir à aller jusqu'à l'intérieur. Hein. Et là, on rentre par un mail avec une pièce jointe, un lien. Ouais, ça c'était le chapitre que j'ai passé. En général, on va acheter un nom de domaine qui ressemble à celui de la société, avec on change les lettres ou on met un L en plus, enfin, un domaine qui ressemble si on ne fait pas attention. On a eu des choses marrantes, c'est que par exemple le .com.us.com en général n'est pas acheté par les sociétés. Donc on avait un moment acquis les domaines java.us.com, microsoft.us.com. Ou alors vraiment modifier un peu les noms et on achète un nom de domaine et puis alors on communique. Et donc ça veut dire qu'on a même des échanges après. Avant vraiment d'envoyer le malware, on communique d'abord vraiment avec les personnes pour gagner leur confiance. Ça veut dire que l'éducation, la sensibilisation, une grosse partie des failles ne sont pas dans la main des informaticiens. Non, là c'est vraiment le vecteur humain qui. Et c'est pour ça que je dis le vecteur humain. Le vecteur humain va rester vraiment un des vecteurs les plus importants pour attaquer une société. Et par contre, ce qu'on retrouve souvent au niveau de l'IT qui n'est pas assez bien renforcé, c'est notamment enlever tous les droits admin des utilisateurs. Souvent on les enlève à beaucoup de gens, mais on les enlève pas au directeur, alors que c'est eux que... c'est via eux qu'on va d'abord commencer à arriver, quoi. Et comment est-ce qu'on fait pour envoyer un mail avec un attachment qui ne passe pas pour quelque chose de louche, en fait? Parce que si on se fait capter à ce moment-là, il détecte qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Et après, ouais, à mon avis, ça allume quelques voyants à gauche, à droite, et les gens font attention, quoi. Ben là, c'est tout l'art de faire de l'ingénierie sociale, c'est de pouvoir gagner une confiance avant d'envoyer ça, de gagner un peu la confiance, de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Par exemple, souvent, on emploie une technique de dire on va faire semblant qu'on est le département IT, on envoie un mail qui dit nous sommes dans notre période annuelle d'inventaire et pour réaliser cet inventaire, on a un outil, cliquez sur ce lien-là, là ils vont sur un site internet et là, ben, on leur demande de télécharger un programme, de l'exécuter. Et maintenant, on cible très peu de personnes à la fois pour éviter de se faire détecter. Mais oui, il y a tout un travail d'abord, on va dire entre guillemets psychologique, de pouvoir gagner une confiance pour être certain qu'ils ne vont pas derrière se douter de quelque chose. Des fois, il suffit que le gars prenne son téléphone et il dise tiens, en fait, l'IT, bon, il y a un truc,
Normal? Mais ça arrive, mais souvent si on essaye d'en cibler 2, 3 ou 4 personnes, nous il nous en suffit qu'il y en ait une, parce qu'après les systèmes qu'on développe ils ne sont pas détectés par les antivirus, donc après ouais, ils ne voient rien, ils ne voient même pas que, même s'ils font attention, ça ne se trouve pas dans on efface les traces, ce qui fait que même si on a eu une infection et que derrière ils ont été alertés par une autre personne, ils n'ont pas forcément les moyens de vérifier qu'il y a eu une infection ou pas. Maintenant, voilà, ça dépend un peu, mais par exemple, oui, s'ils vont vérifier tous les mails qu'ils ont reçus, par exemple, en provenance de cette personne-là, et reprendre tous les PC pour les fermer, si on n'a pas eu le temps après d'aller un peu plus loin dans le processus, là, on va perdre la connexion. Ouais. Ouais. Si vous savez développer si facilement de logiciels qui sont pas détectés par des antivirus, est-ce que les antivirus sont vraiment utiles? Alors, les antivirus, ils restent utiles, mais aujourd'hui, un antivirus, ça suffit plus en fait. Il faut aller plus loin qu'un antivirus. Aujourd'hui, on était fort axé sur la prévention. Les entreprises sont fort axées sur la prévention, donc antivirus. Maintenant, les sociétés, elles investissent aussi dans la détection et la réponse. Donc elles disent, non seulement on a des antivirus qui vont stopper un virus avant qu'il s'exécute, mais on a aussi des technologies qui vérifient constamment l'état de nos systèmes et qui détectent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça s'appelle la détection. Donc on sait qu'on a été piraté, mais derrière, est-ce qu'on peut le détecter? Est-ce qu'on peut facilement stopper les infections? Et donc maintenant il y a des technologies de sandboxing, des technologies d'analyse des comportements, etc., qui vérifient les logs, qui vérifient vraiment plein de choses et qui vont plus loin qu'un antivirus, quoi. Donc aujourd'hui ça reste quand même utile, ça protège, on va dire encore assez bien les choses, mais c'est plus forcément la première priorité. C'est d'abord aujourd'hui sensibiliser les employés à ne pas aller n'importe où, à faire attention aux mails qu'ils reçoivent, c'est d'enlever tous les droits administrateurs, bloquer les ports USB, etc. C'est un ensemble de choses, quoi. Il faut aller plus loin qu'un antivirus. Il ne faut pas se fier seulement sur l'antivirus, mais sur vraiment un ensemble de mesures qu'on met en place. Le port USB, je ne sais plus si tu en as parlé dans ta présentation, mais le petit machin qui a un clavier en même temps que la clé USB, là, c'est... Oui, j'en ai pas parlé de ça. Il y a maintenant vraiment des petits gadgets qui, au lieu d'essayer de tourner un programme automatique quand on lance une clé USB, parce que ça c'est bloqué partout, il dit je suis pas une clé USB, je suis un clavier, et ils font semblant qu'on tape sur des touches. Et donc ils tapent sur des touches comme si on créait un VB script et qu'on le lance. Donc ça, il simule en fait le fait qu'on a un clavier. Et donc ça c'est aussi une technique qui permet de compromettre un PC, parce qu'on va exécuter des commandes via cette clé USB. J'ai jamais essayé, mais c'est pas visible en fait. Ça, on ne voit pas au moins un terminal qui s'ouvre ou quelque chose comme ça. Je pense que tout peut être fait en mode hidden, et à ce moment-là les fenêtres ne s'ouvrent pas. Ou alors elles s'ouvrent vraiment très 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 vite. Mais il y a aussi c'est de plus en plus sophistiqué, parce que ces solutions-là, elles attendent qu'il y ait X temps d'inactivité sur la machine avant de se lancer aussi. Ouais. Oui, ça fait... J'ai une question sur le terme ethical hacking. De ce que je comprends, la frontière c'est faible entre un ethical hacking comme toi qui va faire ça, on va dire, dans le respect de l'entreprise, et un evil hacking qui va faire ça pour gagner... Est-ce que tu n'as jamais tenté de passer Alors c'est filmé. Alors personnellement, j'ai jamais été tenté, mais par contre, la formation pour acquérir les compétences, ben oui, là il faut vraiment, il faut a priori s'éduquer comme pour se mettre dans la peau de ces personnes-là, des gens qui sont plus evil, comme tu dis. Et là, oui, ça passe par au moins être inscrit sur des forums, ce genre de choses, pour essayer de comprendre comment les hackers de l'autre côté évoluent et créent des nouveaux programmes, découvrent des nouvelles techniques, etc. Donc, il faut être un peu à l'écoute, il faut s'exercer soi-même, mais pas contre des sociétés, dans des labos, ce genre de choses. Mais oui, la frontière peut être étroite, mais c'est surtout dans jusqu'où on met en danger une société dans nos exercices. C'est ça vraiment ce qui est important, c'est de pouvoir s'arrêter avant de mettre en danger la société elle-même. Par exemple, désactiver l'antivirus sur le contrôleur de domaine, c'est quelque chose qui peut potentiellement mettre en danger la société. Parce que si pendant ce laps de 5 secondes, il y avait eu en même temps une autre tentative, le risque était très limité, mais c'est le genre de choses qui, comme je disais, sont un peu à la frontière entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ça nous est arrivé à
un vendredi soir pour une entreprise aux États-Unis, une banque, où on a lancé un bait script Nmap qui tentait, à chaque fois qu'il découvrait un contrôleur de domaine, il tentait tous les comptes avec 5 mots de passe. Et normalement on désactive ça, mais on l'avait activé sans faire exprès, et là on a bloqué tous les comptes de l'entreprise un vendredi, le jour de la paye, et ils avaient plus leur mot de passe admin de domaine, ils avaient perdu l'enveloppe, donc là oui, ça c'était embêtant quoi, c'est le genre de choses où... Ah bon. Pratiquement la même question, c'est le côté éthique. Quel est le contexte, quel est le cadre qui garantit le côté éthique? Ah là, ça devient du contractuel entre nous et la société. Globalement, quand un avocat il achète des vulnérabilités, vous parliez d'armes, est-ce qu'il n'est pas plutôt à un moment donné urgent d'agir d'un point de vue législatif, c'est-à-dire de considérer qu'utiliser ces types, c'est criminel pratiquement? Oui, mais c'est comme... en fait, c'est vraiment le marché des vulnérabilités entre États, c'est régi par la loi des armes. Donc c'est autorisé par la loi. C'est comme le fait que la FN vend des armes aux États-Unis. Ah oui, ça peut-être. Mais c'est le même combat que le combat pour les armes. Et vu où on en est pour les armes, je pense pas que... Par exemple, une des sociétés pour lesquelles je travaille, sa politique d'intégrité, c'est de dire je ne vends les vulnérabilités qu'aux États-Unis, parce que je suis une société américaine. Et je ne les vends pas en Russie ou en Israël ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est... Ouais. J'imagine la réponse, mais à partir de quand une intrusion, etc., à partir de quand est-on dans l'illégalité, violation de domicile, et qu'on rentre un temps soit peu dans un réseau, on est dans l'illégalité? Je ne suis pas assez expert en législation pour répondre. Par rapport à notre contexte de société qui réalise des telles intrusions, nous on a des contrats avec les entreprises qui nous délimitent notre périmètre de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple en Europe c'est beaucoup plus limité qu'aux États-Unis. Aux États-Unis c'est presque carte blanche en fait. C'est des missions où la société a carte blanche pour aller le plus loin possible. Mais derrière il y a des contrats légaux qui nous ordonnent de travailler en bon père de famille, et derrière les contrats en fait c'est des contrats de testing agreement, on appelle ça. Dedans il est bien stipulé que les fautes qui sont dues à de la négligence, des fautes graves, des actes malveillants des consultants qui font les missions, là peuvent être sujets à une amende, etc. qui équivaut à X% du chiffre d'affaires. C'est le genre de protection que les entreprises se donnent vis-à-vis des sociétés qui font des tests d'intrusion. Ce genre de mission-là, ça va avec une mission après de conseil sur la sécurité informatique, j'imagine? Alors, souvent oui. Maintenant, il y a toujours les problèmes d'indépendance, c'est qu'un auditeur qui fait des intrusions ne peut pas auditer ce qu'il a fait lui-même. Donc, en général, c'est un peu séparé. Donc, si on a une société pour laquelle on est plutôt en mode conseiller par rapport aux tests d'intrusion, derrière, on ne va pas forcément faire l'implémentation parce que, la société ne va pas faire l'implémentation parce que là, il y a un problème d'indépendance et de juger partie. Si après, elle va devoir auditer, on ne devra jamais auditer quelque chose qu'on a mis en place, quoi. Ça, c'est sûr. Combien de secondes vous faut-il pour hacker un système hospitalier? Je ne sais pas, malheureusement j'ai jamais essayé de faire des tests d'intrusion dans les hôpitaux. J'ai pas eu cette chance. Tu veux j'étais à l'autre genre. C'est totalement là pour le modèle de sport maintenant en fait. À mon avis c'est quelques secondes. Mais je ne sais pas, mais par contre c'est assez dangereux les mondes hospitaliers parce que si on met à terre des systèmes de salles d'urgence, etc. Parce que le monde hospitalier est un peu un monde complexe dans le sens où si on doit mettre 4 mots de passe avant d'arriver sur un système parce qu'on a un patient qui vient en urgence et on doit voir telle ou telle information, là les challenges en termes de balance entre la sécurité et la disponibilité sont quand même assez importants. Quand on est sous urgence, les postes ouverts avec un Windows 7 et personne dans la pièce, oui, c'est... vous avez 10 secondes, c'est fait. Et maintenant avec la GDPR, justement, les hôpitaux, tous les données sensibles des patients, c'est quelque chose qui va être un grand défi pour les hôpitaux de pouvoir protéger tous ces flux de données. Ils n'ont pas mis les ressources financières, mais les ressources... Oui, tout à fait. Je sais pas, sur le réseau de la cafétéria, tu as accès à des NAS. Mais c'est pas de mine en mine. Tu peux te chercher un peu, c'est fait.
C'est quand même des choses qui sont faites avec le CJ, je pense. Non? C'est le moment de l'aborder. Peut-être une dernière question? Oui, justement. Si c'est la dernière, ce serait remercier notre intervenant, on a eu ce commentaire, mais c'était pour intéressant, de peut-être que tout le monde a fait l'aspect malgré la Et est-ce que le slide sera disponible? Oui, oui, mais ils sont là. Enfin, déjà je vais t'enverrer cet après-midi. Et on aura la vidéo qui sera disponible dans les jours qui viennent, en fait, le temps d'avoir le montage de vidéo, en fait. Je suis pas sûr que j'ai été tout le temps synchro avec mais on verra bien. Je remercie encore notre orateur, je propose qu'on applaudisse cette fois. Merci.